De sources syndicales, on nous apprend, selon, je dis bien de sources syndicales, c'est que leurs arriérés de salaire seraient bientôt payés. Vrai ou faux, monsieur le ministre? Oui, ceux qui ont passé le concours, n'est-ce pas? Ceux qui ont, oui, je dis, ceux qui ont passé le concours, qui ne sont pas admis et qui étaient sur la liste de ces enseignants communautaires, la liste conjointement validée par la coordination de ces enseignants à l'époque contractuelle communautaire, les organisations syndicales du secteur de l'éducation et le gouvernement, ces personnes non admises bénéficieront effectivement d'une prise en charge pour un certain nombre de mois, conformément à un protocole d'accord qui a été signé. Ça, je peux vous le confirmer. Alors, monsieur le ministre, parmi ceux qui n'ont pas été admis lors du concours, soutiennent qu'ils ont eu la moyenne nécessaire. Ils devraient faire partie des admis. Est-ce qu'aujourd'hui, le département offre la possibilité, cela, de revendiquer? À ce que je sache, on n'a pas organisé un examen. Nous avons organisé un concours. Donc, la notion de moyenne ne se pose pas ici. On ne peut pas parler de moyenne quand il s'agit d'un concours de recrutement. Un concours de recrutement, c'est le nombre de personnes à recruter. En fonction de ça, ceux qui ont les meilleures notes à concurrence de cet effectif à recruter sont eux qui sont admis. Parce que la notion de moyenne, n'est-ce pas, c'est un seuil. Hein? Tu franchis le seuil, ça veut dire que tu es admis. Tu ne franchis pas le seuil, tu n'es pas admis. Alors que là, on n'a pas fixé de seuil à franchir. Donc ça, c'est une précision importante. Pour nous, tous ceux qui sont admis, ils ont eu la note nécessaire pour figurer parmi les méritants en fonction du besoin qu'il y avait sur le poste de recrutement. Donc ça aussi, c'est une autre précision importante. Par rapport aux enseignants communautaires, il y a eu effectivement cette question de dire j'ai eu 12 dans ma zone de concours. Il y a des gens qui ont eu 8, c'est-à-dire j'ai eu 12, je ne suis pas admis. Il y en a qui ont eu 8 dans une autre zone de concours, ils sont admis. Sauf que c'est un concours strictement communautaire, c'est un recrutement communautaire. Ce n'est pas un recrutement national. C'est-à-dire que la compétition s'est jouée sur la base des candidats dans une localité. Donc, si dans une localité X, le dernier, en fonction du nombre à recruter, avait 8 de moyenne et 8 de notes, c'est tout à fait logique qu'il soit admis. Alors que dans l'autre localité, si le premier des non-admis a eu 12, n'est-ce pas, à cause du nombre de personnes à recruter, il peut avoir 12 et ne pas être parmi les admis. Alors, qu'en est-il, monsieur le ministre, de la situation de ces enseignants non admis au concours de recrutement à la fonction publique locale au niveau de Tougué? Parce que là-bas, ça crie, hein? Ils disent qu'il y a eu des erreurs dues évidemment à la négligence, selon eux, de certains administrateurs territoriaux. Est-ce que vous êtes au courant de la situation? Je suis au courant de la situation de l'abbé et je crois d'ailleurs que c'est un problème qui est allé jusqu'à la justice. Il y a eu un procès là-dessus. Mais vous savez, le concours de recrutement des enseignants communautaires était un processus très participatif. C'était un processus aussi caractérisé par l'implication de plusieurs acteurs. Il y avait effectivement l'administration du territoire, il y avait le secteur éducatif, il y avait les syndicats, il y avait la coordination des enseignants contractuels. Les listes ont été remontées et les listes ont été validées par la coordination, n'est-ce pas? Donc, nous, on ne s'est pas mêlé jusqu'à un certain... On ne s'est pas mêlé. C'est les listes validées, transmises et validées que nous avons considérées comme base. D'ailleurs, le concours était un concours spécifique. C'est-à-dire que c'est le système éducatif qui a organisé le concours. C'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui a organisé le concours. Nous, on a attendu les résultats et on a engagé le processus de traitement à partir des résultats fournis par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Parce que l'évaluation pour le recrutement était une évaluation en pratique de classe. Ce n'est pas notre cœur métier, ce n'est pas notre domaine d'expertise. Donc, on a laissé ceux qui ont l'expertise en la matière de le faire. Donc, ça, je peux vous dire qu'effectivement, on est au courant de ce qui s'est passé à Tougué. C'est vraiment dommage, mais le processus est un processus multi-acteurs et chaque acteur avait sa responsabilité. Donc, pour une certaine clarté à ceux qui nous suivent là, est-ce qu'on peut s'attendre à un prochain concours pour ces enseignants-là? Ça, je ne saurais vous le dire. Vous savez, le recrutement, il est réglementé parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière un recrutement à la fonction publique. Il y a des enjeux financiers, mais il y a aussi des enjeux de gestion organisationnelle. On ne recrute pas pour recruter,
on recrutait pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, si vous voyez, regardez le système éducatif, il y a des préalables sur lesquels je pense que les prochains mois, nous allons concentrer nos efforts. Ces préalables consistent à élaborer ce qu'on appelle la carte scolaire. Il faut que sur l'étendue du territoire national, nous puissions disposer d'une liste exhaustive des écoles, organisées par groupe pédagogique, par type de classe, par niveau de formation, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de variables croisées, analysées, traitées qui vont permettre d'apprécier le besoin de façon quanti et qualitative au niveau du système. Et c'est sur cette base que, conjointement, nous travaillerons sur des programmes de planification des besoins de recrutement. Je dis bien des besoins de recrutement. Pour ce qui est de la décision du recrutement effectif, c'est une décision qui revient au gouvernement. Ce n'est pas une décision qui revient à un ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique met en œuvre la politique de recrutement du gouvernement. Donc, quand les décisions seront prises à ce niveau, le moment venu, nous, on s'organisera avec les équipes techniques du ministère pour mettre cela en œuvre. Mais on ne peut pas aujourd'hui tenir une promesse de recrutement. Monsieur le ministre, où en est-on avec la construction de l'ENA, dont la pose de la première pierre a été faite récemment à Kénendé dans Dibreka? Est-ce que les travaux évoluent et qu'est-ce que cela va changer dans notre administration? Aujourd'hui, très honnêtement, je suis très heureux de vous annoncer que les travaux de construction des infrastructures de l'École nationale d'administration avancent très bien. Il y avait des obstacles liés au démarrage que nous avons réussi à lever. Vous savez, il y avait une occupation illégale du site par certains habitants qui avaient construit des maisons là-bas. Et aujourd'hui, le travail de déguerpissement du site est fait. Le terrassement est complètement terminé. Il y a l'approvisionnement en cours et donc il y a un démarrage effectif des travaux. Ça, je peux vous le rassurer. Et il y a un engagement ferme et conjointement consigné avec les entreprises et d'autres acteurs intervenants dans le processus de construction pour le respect des délais contractuels. C'est 13 mois à partir du lancement. Donc, je peux vous garantir que nous ferons tout pour qu'au 13e mois, nous puissions obtenir les clés pour ouvrir la porte de cette école. Vous savez que une école, ce n'est pas seulement les infrastructures. Une école, c'est aussi la superstructure, c'est le contenu, c'est les programmes de formation, les aspects pédagogiques, la formation des formateurs, le didactique, donc le partenariat. Et tout cet écosystème d'aspects, nous sommes en train de nous organiser. Dans les prochains jours, nous créerons le comité scientifique qui va accompagner le ministère dans les réflexions, dans les choix d'orientation stratégique sur les contenus, les programmes de formation. Nous venons d'ailleurs de recevoir un expert qui vient nous appuyer aussi dans ce travail. C'est un expert qui a déjà géré des écoles nationales d'administration dans certains pays. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus et nous relancerons la coopération avec le Canada dans les prochaines semaines. Je dois effectuer une mission au Canada pour effectivement poursuivre cette négociation avec l'École nationale d'administration publique du Québec, avec lesquelles nous poursuivrons le processus de finalisation des programmes de formation en les adaptant aux enjeux actuels et à la vision encore de développement, la vision 2040 de développement du projet Simandou, lié au projet Simandou. Et donc, l'ENA va apporter une transformation majeure. Je dirais que ce sera la boîte noire de la transformation de notre administration publique. On parle d'administration, c'est l'efficacité, c'est l'efficience et c'est la performance de façon globale. Pour que ces éléments caractéristiques d'une administration de développement soient réunis, il faut un moteur qui forme, qui fabrique l'administrateur. Et ça, c'est une école nationale d'administration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme universitaire qu'on est un bon administrateur. Donc, cette école va désormais mettre à la disposition des agents publics les connaissances, les compétences, les outils, les aptitudes nécessaires pour que chaque agent public soit efficace, n'est-ce pas, sur sa fonction. Et donc, ça va transformer complètement la physionomie de notre administration et ça va améliorer l'efficacité opérationnelle des services publics.